Ok, recording in progress. Donc, on est parti. Je vais partager mon écran. Et pardon, on va arriver à partir d'ici. Alors, toc. Alors, on en était rendu là, en fait. On en était rendu à, on en était rendu à ça, c'est-à-dire le positionnement de l'atome d'hydrogène. Alors, pourquoi en chimie quantique on s'est beaucoup intéressé à l'atome d'hydrogène? Bien parce que l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple, hein, juste un électron, juste un proton. Et donc, cet atome, donc, c'est le seul à avoir le même numéro atomique et le même nombre de masses, hein, parce qu'il y a 0 neutron à l'intérieur. Et donc, son équation de Schrödinger, elle est possible dans ce cas-là. Et donc, on en avait déjà parlé, hein, mais elle fait apparaître trois nombres quantiques, n, le nombre quantique principal qui prend les valeurs de 1, 2, 3, 4, c'est un entier, donc il n'y aura pas de virgule, hein. 1, 2, 3, 4, surtout ce qui est une erreur classique qui ne démarre pas à zéro. L'autre nombre quantique, c'est le nombre quantique secondaire, petit l. Alors, c'est toujours pareil, hein, je suis un peu intransigeant sur l'écriture, mais il y a des raisons derrière tout ça. Donc, petit l, hein, et petit l, bah, en fait, il varie entre 0 et n-1. Donc, par exemple, si n est égal à 1, elle est égale à 0. Si n est égal à 2, elle est égale à 0 ou 1. n3, 0, 1, 2, etc. etc. D'accord? Et enfin, m est le nombre quantique magnétique, qui, lui, va varier de moins L à plus L. Donc, si L est égal à 2, eh bien, il prendra les valeurs de moins 2, moins 1, 0, 1, 2. D'accord? Et donc, on avait dit, alors, ça, c'était important, et que n décrit la couche électronique, la majeure partie de l'énergie, et L, la forme de l'orbital atomique. On revient après là-dessus, évidemment, et M aussi, on verra, définit l'orientation de l'orbital atomique. Alors, l'énergie qu'il faut avoir en tête, hein, et qu'il faut, on va dire, conserver, enfin, connaître en termes de formule, c'est celle-ci. Donc, En, donc en fait, l'énergie, donc on est ici sur l'hydrogène, hein. L'énergie, il dépend principalement du nombre quantique n, donc qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et on l'exprime en électronvolts, c'est beaucoup plus simple. Il correspond à moins 13,6 divisé par n au carré. Donc on avait vu, hein, si on représente les niveaux, donc l'état fondamental est à moins 13,6. Ensuite, bah, vous divisez par 4 pour avoir le premier état excité, parce que ça c'est l'état fondamental, donc c'est le premier état excité. Le second état excité est à moins 1,5, etc., etc. Et au bout d'un moment, eh bien, quand on divise par plus l'infini, au carré en plus, eh bien, on arrive à zéro et en fait, il n'y a plus d'interaction entre l'électron et le proton là, du noyau. Et donc, bah, s'il n'y a plus du tout d'interaction, à ce moment-là, on est sur l'énergie d'ionisation. D'accord? L'énergie d'ionisation, c'est tout simplement, eh bien, quand on part d'un état, donc ici, l'état fondamental à zéro, c'est-à-dire à l'état où il n'est plus en interaction, et on a dans ce cas-là plus 13,6 électronvolts. Si on était parti du premier état excité, on aurait une énergie d'ionisation de 3,4 électronvolts. Alors, on va passer sur ce spectre de l'atome d'hydrogène et on va reparler un petit peu des photons et vous allez voir où ça va avoir de l'incidence. Parce que finalement, pour aller de cet état fondamental à cet état excité, il y a plein de façons, mais il y a aussi une possibilité, c'est de récupérer de la lumière. Parce que finalement, de la lumière, c'est de l'énergie. Donc, si on récupère de la lumière, on va pouvoir, notre électron, passer de l'état fondamental au premier état excité, c'est-à-dire n égale 2. Alors, pour cela, eh bien, vous envoyez une radiation lumineuse, c'est pour ça que c'est avec une espèce de petite flèche qui représente comme ça. Cette radiation lumineuse, eh bien, on connaît son énergie. Son énergie, c'est h nu, c'est-à-dire hc sur lambda, ce qu'on a vu auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette valeur hc sur lambda, cette valeur d'énergie, elle doit être exactement, eh bien, la hauteur de cette marche pour arriver ici. D'accord?
C'est toujours la même logique, c'est-à-dire que les niveaux d'énergie, ils sont quantifiés, c'est-à-dire qu'ils ont des valeurs précises. Et donc, on fait à ce moment-là une flèche et on peut calculer, eh bien, l'absorption qui a été possible. Cette transition, elle n'est possible que si l'énergie du photon incident est identique à l'écart énergétique. C'est-à-dire si vous envoyez même beaucoup de lumière, mais que la longueur d'onde est trop grande et que donc on n'arrive pas à aller jusqu'ici, eh bien, vous n'aurez rien fait, tout simplement au niveau de votre, atome d'hydrogène. Et donc on peut dire que l'énergie de photon est égale à la différence d'énergie entre l'état 1 et l'état 2. C'est-à-dire que h nu, je vous rappelle que h, c'est la constante de Planck, nu, c'est la fréquence du photon, eh bien, c'est égal à cet écart énergétique, c'est-à-dire l'énergie E2 moins l'énergie E1. C'est-à-dire que c'est h sur c divisé par la longueur d'onde du photon, moins 13,4 plus 13,6, moins par moins, ça fait 13, et ça fait 10,2 électronvolts. Alors, à l'aide de ça, eh bien, on va pouvoir récupérer la longueur d'onde du photon incident. Et la longueur d'onde du photon incident, c'est h, donc qui est une constante qu'on connaît, c'est 62 10 - 34. C, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. La longueur d'onde, l'énergie qu'on a ici, eh bien, il faut l'exprimer cette fois-ci en joules. Donc, comme on a des électronvolts, pour avoir des joules, il faut multiplier par la charge en coulomb, c'est-à-dire 1,6 10-19. Et on arrive comme ça à une valeur en nanomètres de lambda du photon pour passer de l'état 1 à l'état 2, qui est de 121,7 nanomètres. D'accord? Autre chose, eh bien, à l'inverse cette fois-ci. Si vous êtes un électron et que vous êtes déjà dans un état excité, eh bien, vous pouvez revenir à un état de plus basse énergie, voire l'état fondamental. Comment? Qu'est-ce qui va se passer quand on va passer d'ici à ici, donc du moins 85 à moins 1,5? Quand on va, eh bien, on va perdre de l'énergie. Et quand on perd cette énergie, eh ben, finalement, il n'y a pas d'autre moyen, parce que l'énergie se conserve, que d'émettre un photon. Alors l'avantage d'émettre un photon, c'est que ça a pas de masse. Comme ça a pas de masse, l'électron, il maigrit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? L'électron conserve toujours la même masse parce que le photon qu'il perd n'a pas de masse. C'est là où on parle vraiment de grains d'énergie. Donc on va avoir une radiation H nu, les couleurs, je vous rappelle, hein, rouge et tout ça, ça veut rien dire. On peut passer du 4 au 2, on va perdre une autre variation d'énergie, ou du 4 au 1, et à ce moment-là, ça sera une autre énergie, parce qu'on n'a pas les mêmes marches là-dessus. Donc le principe de calcul des longueurs d'onde, c'est le même pour le processus que le processus d'absorption. Donc dans un cas, on a récupéré un photoincident, dans ce cas-là, on émet un photoincident. Et là, c'est assez célèbre, parce que ça renvoie sur le spectre d'émission de l'hydrogène. En fait, l'hydrogène, eh bien, quand il est à un état excité, on ne va même pas se poser la question de l'état excité, eh bien, quand il revient à l'état fondamental, il crée toute une série de fameuses longueurs d'onde, hein, qui s'appelle la série de Lyman, retenez pas la valeur. Et puis, bah, quand il passe des états excités, mais cette fois-ci qui redescend à l'état n égale 2, il crée une autre type de longueur d'onde qu'on appelle Balmer, etc. Après, Paschen, bracket, Wund. Okay. Celle qui est intéressante, qui va nous intéresser particulièrement, on va en discuter comme ça, celle de Balmer. Pourquoi? Parce que celle de Balmer, elle est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Là, on est dans la fenêtre du visible. Et c'est pour ça que finalement, le Soleil, qui est une grosse bombe à hydrogène, eh bien, le Soleil, en fait, il nous émet de la lumière qui est visible pour nous parce que ça tombe dans les longueurs d'onde. Donc, ce qu'on voit de l'étoile, des étoiles, en fait, c'est cette longueur d'onde de Balmer. Et c'est aussi pour ça, pour ceux qui sont férus d'astronomie, en fonction des éléments qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une étoile, en fonction des distances, etc., on peut avoir des couleurs différentes sur le Soleil. Bon, généralement, enfin, sur les étoiles, ça va quand on regarde les lointaines, mais quand on regarde le Soleil, il vaut mieux pas le faire pour des raisons de santé. D'accord? Donc la séquence, la série de Balmer, on fera des exercices en TD là-dessus, eh bien, elle nous renvoie
sur des longueurs d'onde qui sont des longueurs d'onde du visible. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors l'électron, il ne peut pas être décrit simplement, d'accord? On va s'intéresser surtout au volume dans lequel il est confiné. C'est-à-dire, on a le noyau, mais le noyau, c'est très petit, c'est très fin, c'est très dense. C'est là où on a toute la masse. Et l'électron, au contraire, lui, il occupe un volume énorme. D'accord? Donc, on va s'intéresser au volume, qu'on appellera orbital, dans lequel on a une forte probabilité de le trouver. Pour décrire l'électron, on le décrit à l'aide de l'équation de Schrödinger, notamment excusez-moi, hein, notamment sur l'équation de Schrödinger pour l'hydrogène. On a besoin de trois nombres quantiques, n, l et m. Donc n, nombre quantique principal, l, nombre quantique secondaire, m, nombre quantique magnétique. Et en fait, ils sont nécessaires pour résoudre mathématiquement l'équation de Schrödinger, ce qu'on ne fait pas. Enfin, l'énergie de l'atome d'hydrogène, on l'exprime par une formule toute simple qui consiste à dire que c'est moins 13,6 divisé par n au carré. N, c'est le nombre quantique principal, et 13,6 fait que vous exprimez tout en électronvolts. C'est important là-dessus. L'absorption et l'émission de l'énergie de photons et de détermination des longueurs d'onde, euh, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à voir, et également à comprendre ce que c'est que l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, c'est pas compliqué, c'est finalement les mêmes calculs que l'on fait sur l'absorption et l'émission de photons, mais cette fois-ci, on le fait en allant avec un état final qui est l'état n est égal à plus l'infini, c'est-à-dire qui donne l'énergie nulle. OK? Donc, il y a des TD qui sont associés là-dessus. Je ne suis pas certain des numéros, hein, je vous dis. Et quand il y a écrit S, c'est que c'est les exercices supplémentaires que vous avez dans le manuel. On va passer maintenant à une autre partie, en fait, hein, la partie sur les orbitales atomiques. Donc, petit à petit, on a commencé par la description de l'atome simplement avec les particules du noyau. On a parlé beaucoup du noyau. Puis après, on est passé sur ces fameuses équations de Schrödinger pour essayer d'introduire le fait que les électrons, c'est pas simple, qu'il y a différentes choses. Et puis, petit à petit, on va rentrer sur une description plus complexe, qui est celle des orbitales atomiques. Donc, on revient un petit peu sur ces histoires de nombres quantiques, parce que c'est important, et ça, c'est on va dire, une petite arithmétique assez simple qui va nous donner pas mal d'informations, et vous allez voir que ça va correspondre ensuite au tableau périodique des éléments. Donc, on a toujours trois nombres quantiques qui sont nécessaires. Nombre quantique principal, n est égal à 1, 2, 3, 4, qui contient finalement la grosse partie de l'énergie. L, le nombre quantique secondaire, qui varie entre 0 et n-1. Et m, le nombre quantique magnétique, qui varie entre -L et +L. On verra par la suite, donc il nous faudra un autre nombre quantique, qui sera le spin. Et puis, on verra que plus n est grand, et plus l'électron est loin du noyau. Donc en fait, même si vous gardez en tête ce modèle de couche que vous avez peut-être vu au lycée, à savoir le noyau est au centre, on tourne autour, puis après on retourne autour, etc., avec un modèle un petit peu en forme d'oignon. Eh bien, même si vous avez vu ce modèle-là, il y a quand même une idée qui est principale, c'est que plus vous êtes avec des n élevés, et plus vous êtes loin du noyau. Alors, on va parler d'orbital atomique. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé de probabilité. Et donc, l'orbital atomique, c'est des volumes qui sont définis pour représenter 95% de chances de trouver l'électron. Donc, ça va être des modèles atomiques, d'accord? Ça va être des modèles atomiques et on va les utiliser, en tant que modèle, mais pour vous dire, ça va vous donner des choses qui sont assez cohérentes vis-à-vis de tout ce qu'on a fait en expérience. Alors, L, je vous ai dit, il va définir la forme des orbitales. C'est-à-dire autant N définit l'énergie, L va définir la forme des orbitales. Et en fait, à chaque valeur de L, on va lui associer une lettre. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Si L est égal à 0, on parlera d'orbital S. Et la signification, c'est sharp. S, c'est sharp. D'accord? Sharp, ça veut dire précis, etc., etc. Si L est égal à 1, on est sur des orbitales P. Ça veut dire principal. L est égal à 2, c'est D. L est égal à 3, c'est F. Alors, sharp, principal, diffuse, fondamental, vous pouvez oublier. C'est vraiment que pour la culture générale. Par contre, n'oubliez pas ça. S, P, D, F, G, H, etc. Après, on peut aller très très loin, mais peu importe. Gardez en tête vraiment ça, S, P, D, F. D'accord? Parce que avec ça, vous décrivez tout le tableau périodique des éléments, c'est-à-dire actuellement tout ce qu'on connaît sur les éléments. OK? Alors, à quoi ça ressemble précisément? Les orbitales de type S, ils ont une géométrie complètement sphérique. C'est-à-dire que vous avez, il faut bien se rendre compte que là où est mon pointeur, c'est le centre et c'est le noyau. On ne le voit pas tellement c'est petit par rapport au reste du volume. Et puis, autour de ça, on a l'électron eh bien, qui va voyager à l'intérieur de cet espace sans jamais aller sur le noyau. D'accord? Donc ça, c'est la représentation sphérique. La représentation symbolique, c'est de faire tout simplement un cercle comme ça, et généralement, soit on le hachure, soit on le reste blanc comme ça. On reverra après un petit peu cette histoire-là. Alors attention, plus n va être grand, et plus la taille des orbitales vont être grandes. Par exemple, ici, on est toujours à L égale à 0. On va être ici sur l'orbital 1s, d'accord, petite orbitale, et donc l'échelle est conservée. Ici, on est sur l'orbitale 2s, qui est beaucoup plus grosse. Ici, l'orbitale 3s, qui est beaucoup plus grosse. Et ici, l'orbitale 4s, qui est encore beaucoup plus grosse. Donc là, on est typiquement dans le modèle que je vous ai indiqué auparavant, c'est-à-dire le modèle de couche en oignon, où tout va s'emboîter à l'intérieur les uns des autres. D'accord? On continue avec les orbitales de type P. Alors, les orbitales de type P, il y a une petite animation ici qui vous montre à quoi ça ressemble. Alors là, c'est bizarre, parce que finalement, le noyau, il est au niveau de mon curseur. D'accord? C'est-à-dire entre les deux lobes qu'il y a ici. Et vous avez deux espèces de sphères, plus ou moins écrasées, ovoïdes, dans lesquelles va pouvoir se mettre l'électron ici et ici. Et alors, où c'est pas drôle, c'est qu'en fait, il se trouvera jamais au milieu. OK? Et vous voyez qu'il y a deux couleurs. Alors, pourquoi il y a deux couleurs? Il y a deux couleurs parce que ça correspondra à des signes de phase différents. Alors, c'est quoi la phase? Quand on a une onde, vous vous souvenez qu'on peut avoir des ondes en phase et des ondes en opposition de phase. Eh bien, c'est un peu enfin, c'est pareil pour l'électron, qui est aussi une onde. Et donc, il va avoir des espèces de signes, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le signe électrique. Le signe électrique, un électron, c'est toujours négatif. Ça ne change pas. Ça, c'est la charge. Par contre, sa fonction d'onde et donc son onde, dans une orbitale, eh ben, elle peut être différente, c'est-à-dire qu'elle peut être en opposition de phase ou en phase. Et donc, dans ces cas-là, elle va avoir deux couleurs différentes. Pardon. Elle va être représentée par deux couleurs différentes ou un truc assuré et un truc pas assuré. Enfin, bon, on verra comment on représente ça. Mais elle va changer de signe quand elle va passer d'un lobe, quand l'électron va passer d'un lobe à un autre lobe. Et je rappelle, il ne vient pas au niveau du milieu qu'on appelle un plan nodal dans ce cadre-là. Alors, il y a plusieurs orientations possibles, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir, regardez avec mes mains, donc vous pouvez l'avoir comme ça, votre espèce de 8 comme ceci, ou encore en pointant vers vous. OK? Donc, trois orientations possibles. Alors, les trois orientations, on les représente par rapport à un repère X, Y, Z, hein, avec ici la 2PZ, la 2PX et la 2PY comme ceci. Alors, pourquoi il y a trois orientations? On est dans le cadre des orbitales de type P. Ça veut dire que L est égal à 1.
Ça veut dire que le nombre quantique magnétique, il prend des valeurs de -1, 0 et 1, et donc il va avoir 3 orientations, car il y a 3 valeurs qui sont données par M. Alors, on veut, pour plein de raisons, que vous reteniez ces espèces de formes qui existent en forme de 8 pour les orbitales P. Pourquoi on veut que vous les reteniez? C'est parce que ça concerne énormément par la suite, même si on est toujours sur l'atome d'hydrogène, ça concernera énormément d'atomes et d'atomes qui vont ensuite être engagés dans des liaisons et où le fait d'être des orbitales P, ça a une incidence particulièrement importante sur la structure de la liaison dans les molécules et donc in fine sur la structure des protéines, des ADN, etc. etc. D'accord? Donc retenez cette histoire de 8 au niveau des égale P. Bon, on continue le cours. Je vois que je n'ai pas de questions sur le chat, mais on continue le cours et vous allez voir, on va reprendre ça assez régulièrement aussi. Bon, en tout cas, c'est la première fois que vous voyez la forme des orbitales P, je pense, à moins que vous ayez fait ça au lycée, mais a priori, non. Et ensuite, on continue sur les orbitales de type D. Alors, les orbitales de type D, ils ont encore des formes plus bizarres. Ils ont 5 orientations possibles parce que si vous avez des orbitales de type D, vous avez L qui est égal à 2. D'accord? Donc, si L est égal à 2, vous avez M qui prend des valeurs de -2, -1, 0, 1, 2. 5 valeurs. OK? 5 valeurs. Donc 5 orientations différentes. Des orientations assez bizarres, en forme d'espèce de papillon comme ceci, ou comme ceci, ou encore comme ceci, ou des espèces de tétines un petit peu mis comme ça, avec des choses assez amusantes, c'est-à-dire que ça ressemble à de l'orbital P, parce que vous avez ça et ça, mais vous avez une espèce de donut qui est située au milieu ici, et qui, à chaque fois, va changer de signe en passant d'un endroit à un autre endroit. D'accord? Et alors, sur les orbitales F, on est sur des systèmes encore plus complexes en termes d'organisation. Et donc, sur les orbitales F, vous avez des espèces de lobes complètement éclatés, où vous avez des espèces de situations comme ça. Il y en a encore plus, hein, parce il y a 7 orientations différentes sur les orbitales de type F. Et donc, on va retrouver des formes encore plus bizarres. Les orbitales D et orbitales F, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Les orbitales D et les orbitales F, vous n'avez pas forcément à connaître leur système comment dire, leur façon d'organiser, leur façon de s'organiser là-dessus. D'accord? Alors, je continue ici. On va continuer donc sur une autre partie qui est importante, c'est que, vous vous en doutez, c'est pas tellement pratique qu'on est obligé de dessiner un petit peu toutes les orbitales, etc., etc. Donc en fait, on va passer à un système de notation beaucoup plus simple, c'est le système des nombres quantiques. Alors, donc le nombre d'orientations, donc le nombre d'orbitales atomiques qui possèdent la même valeur de n et la même valeur de L, elle est donnée par le nombre quantique magnétique M. M prend des valeurs d'entiers qui sont situées entre moins L et plus L, hein, ça on l'a déjà vu, et donc un petit calcul tout simple vous montre que vous avez donc 2 L plus une valeur possible de M à chaque fois. D'accord? Donc quand L est égal à 0, il n'y a qu'une valeur possible. Quand L est égal à 1, c'est-à-dire les orbitales P, 3 valeurs. D 5, F vous en donne 7. Pardon. Pour représenter cette complexité, on va utiliser des classes quantiques. Alors le nom paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est ni plus ni moins qu'un carré. Donc une classe quantique, c'est un ensemble unique de valeurs de n, L et m. On va ordonner les classes quantiques en fonction de n et on va regrouper les blocs qui ont la même valeur de L. Parce que comme ça, on aura les mêmes valeurs d'énergie. Donc intéressons-nous à quelques exemples. Donc si on a, donc là je vous ai mis le rappel de l'arithmétique qui est là-dessus. Si on a n égale à 1, L est égal à 0,
M est égal à pas à 0, mais à 1. Il y a une erreur. Bon, bref. Enfin, si, pardon, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises, excusez-moi. M est égal à 0, ce qui varie entre moins 0 et 0. Donc, on va avoir une case, une seule case. Et ça sera l'orbital atomique 1s. Pourquoi 1? Parce que n égale 1. Pourquoi S? Parce que L est égal à 0, donc c'est la 1s. Et pourquoi qu'une case? Parce qu'il n'y a qu'une valeur de M. OK? Deuxième exemple, n est égal à 2. Si n est égal à 2, elle peut prendre deux valeurs, d'accord? 0 ou 1. Si n est égal à 2, elle est égale à 0. Si elle est égale à 0, m ne peut être égal qu'à 0. Il y a donc une seule case. C'est la 2s. Ce n'est pas la même parce que finalement, c'est bien une orbitale de type S, mais cette fois-ci, vous êtes avec un 2. Donc, c'est la 2s. Ensuite, si elle est égale à 1, m prend les valeurs de moins 1, 0 ou 1, donc trois valeurs différentes. Et dans ces cas-là, c'est la 2p, c'est les orbitales 2p. Et vous voyez, il y a trois cases. Pour m-1, m0 et m égale 1. OK? Donc p parce que L est égal à 1. Ça va ça ou je peux m'arrêter hein? Non? Bon, on continue. N est égal à 3. Oui, excusez-moi. N est égal à 3. Donc L peut prendre des valeurs de 0, 1 ou 2. Si je ne comprends pas comment ça marche, je le reprends. Alors, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que on ne veut pas avoir à dessiner. On veut pas avoir à dessiner tous les carrés, enfin toutes les orbitales complexes qu'on peut avoir. Vous avez vu qu'il y a des choses qui sont assez bizarres. Et pour décrire l'électron, et surtout, donc là on est dans le cadre de l'hydrogène, donc avec un seul électron, mais vous allez voir que ça va servir quand on va avoir plusieurs électrons. Et dans ces cas-là, quand on aura plusieurs électrons, il faudra les emboîter dans ces espèces de cases. OK? Et donc, puisqu'on les emboîtera dans des espèces de cases, il faudra savoir où se situe l'électron, et notamment au niveau de son énergie, et puis avoir une idée un petit peu au niveau de sa forme dans laquelle il est. Pour ça, on utilise une notation simplifiée qui est une notation de cases. OK? Ce qu'il faut retenir, même si c'est bizarre à retenir, mais finalement, voilà, vous allez voir à l'usage pourquoi on fait ça. C'est cette métrique n est égal à 1, 2, 3, 4, L qui varie entre 0, qui est toujours un entier, entre 0 et n-1, et L et M qui varie entre moins L et plus L. Donc si on le fait un petit peu pour celui-là, ici, on a n égale 3, L est égal à 0, M est égal à 0, c'est obligatoire, d'accord? Dans ces cas-là, on est dans le cadre de la 3S, 3 ici, S, une seule case. Ensuite, on est dans la 3P qui prendra 3 cases, 1, 2, 3. Et on sera ici dans la 3B qui prendra 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5 cases. D'accord? Et donc, on représentera les choses comme ceci. Vous allez comprendre après pourquoi l'étape L égale 1 et M est égal à moins 1, 0, 1. En fait, quand vous avez... Alors, si vous commencez à m'écrire sur mes trucs, ça ne va pas m'aider. Si on reprend ici, par exemple. Ici, vous avez N est égal à 2. D'accord? C'est un niveau d'énergie, N est égal à 2. Elle peut prendre deux valeurs, parce qu'il prend des valeurs entre 0 et N-1. N-1, quand N est égal à 2, ça fait 1. Donc, ça fait des valeurs de 0 ou 1. Si L est égal à 0, ce sont des orbitales de type S. L est égal à 0, orbital de type S. Combien de cases on va avoir? Eh bien, on regarde le nombre quantique magnétique. Et comme le nombre quantique magnétique il varie entre moins
0 et plus 0, du coup, ça fait qu'une seule case, une seule valeur. Si on a L est égal à 1, on est dans le cadre, on est dans le cadre des orbitales de type P. On est donc sur la 2 à cause du N et P à cause du L. Si L est égal à 1, on va avoir des valeurs de M qui vont être de moins 1, 0 ou 1. C'est-à-dire 3 valeurs, donc 3 cases. OK? Ça va? Donc ça, c'est vraiment cette partie arithmétique-là. On va en refaire en TD. Hein. C'est cette partie arithmétique-là, bizarre, je l'entends, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de conséquences. Et puis, j'ai envie de dire, il faut connaître, quoi. Il faut connaître. Pourquoi le 0 est une valeur pour M? Ben, c'est comme ça. C'est une orientation. C'est une orientation. Ben, 0, mathématiquement, c'est une valeur. Hein. C'est une orientation. À pas confondre avec N qui ne peut pas prendre la valeur de 0. Mais M, 0 a une valeur, oui, pour M. Ça veut dire en l'occurrence ici qu'il n'y a qu'une seule orientation possible pour l'orbital de type M. Et en fait, c'est assez logique parce que quand M est égal à 0, en fait, ça veut dire que L est égal à 0. Et donc, c'est des orbitales de type S. Et les orbitales de type S, c'est une sphère. Et une sphère, il n'y a pas 36 façons de l'orienter dans l'espace, une sphère. Autant l'épée, l'épée, vous avez, c'est l'espèce de 8. Hein, ça fait un petit peu comme une tige, un petit cylindre. Ben, un cylindre, ça s'oriente comme ça ou comme ça dans l'espace. Comprenez ce que je veux dire? OK? Bon, je continue. Alors, même si c'est peut-être un peu obscur, mais on va le refaire après, peut-être avec des exemples plus compliqués. Ah oui, j'avais pas fini la dernière partie, je crois. Non, hop, hop, voilà. La sous-orbitale P, alors, possède trois orientations X, Y, Z. Quelles sont les orientations possibles pour des plus compliqués? Alors, c'est pas la sous-orbitale, hein, P. P, c'est des orbitales. Tout ça, c'est des orbitales atomiques. Hein. Une orbitale atomique, une deuxième orbitale atomique, une troisième orbitale atomique. Sur les orbitales, c'est plus complexe que simplement le positionner dans un système orthonormé. Pourquoi c'est plus complexe que ça? Parce que les orbitales D, en fait, ils ont des formes plus bizarres. C'est pas la même forme. Dans les orbitales P, c'est trois fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des orbitales de type, c'est des orbitales qui sont en forme de 8. Si je reviens sur mes orbitales de type D, après tout, je les ai, sur celle-là, j'ai 5 orientations qui sont complexes. D'accord? 5 orientations qui sont complexes, avec des changements, là, ça paraît être la même que celle-là, mais c'est pas exactement la même. Alors en fait, ce qui se passe, de souvenir, celle-là, c'est la -2, ouais, c'est ça. C'est -2, -1, 0, 1, 2. D'accord? Mais là, on est sur des orientations complexes parce que les objets sont devenus complexes. Et pour les orbitales de type F, c'est encore pire. D'accord? Est-ce que le cours sera enregistré? Ben ouais, normalement, oui, il est enregistré. Là. Si... Ouais, je pense que c'est enregistré. OK? Alors, je reprends un petit peu là-dessus parce que c'est des choses qu'aiment bien les gens. Euh, donc, les orbitales atomiques qui ont les mêmes valeurs de NL, qui s'appellent une sous-couche électronique. Pourquoi une sous-couche électronique? Parce que, je vous ai dit, N, il définit quasiment toute l'énergie. Et puis, ben, il y a encore un petit truc qui définit son énergie, c'est L, à savoir que la 2S et la 2P, ils n'ont pas exactement la même énergie. OK? Donc, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que ces trois orbitales P ici, elles ont la même énergie. Et ça, c'est assez logique. C'est-à-dire que l'électron, il n'en a pas grand-chose à faire de votre système orthonormé X, Y, Z. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison que celle-ci soit plus stable que celle-ci ou celle-ci. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on les rapproche ensemble. Parce que énergétiquement, cette orbitale atomique-là, la 2pz, c'est à la même énergie que la 2py, qui a la même énergie que la 2px.
OK? Et c'est pareil pour les D, c'est pareil pour les F. C'est-à-dire que celles-là, elles ont toutes les cases qui représentent chacun des orbitales atomiques. Et bien, ils ont toutes, finalement, elles ont toutes la même énergie. Et donc, on les va les rapprocher ensemble et on appellera ça une sous-couche électronique. Et ceux qui ont la même valeur de n, c'est-à-dire ici, par exemple, ça c'est la couche 3, ben, ça s'appelle une couche électronique. OK? Donc, à retenir, cette règle pour la détermination des nombres quantiques, on va y retourner après, on va revenir après là-dessus. Les orbitales s, p, d et f. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Donc, S, c'est pour L est égal à 0, L égale 1, L égale 2, L égale 3. OK? Et puis la forme, c'est-à-dire pour S, c'est sphérique. Pour P, ça fait une espèce de 8. D'accord? Et puis bah, pour D et F, bah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais vous verrez que, chers amis qui ont des visions à faire de la biologie, que les orbitales, quand on fera les atomes polyélectroniques, que les orbitales D et les orbitales F, finalement, elles concernent beaucoup des atomes, quand on passera à des systèmes autres que l'hydrogène, des atomes qui ne vous concernent pas tellement, hein, genre le palladium ou des choses comme ça. OK? Alors, les orbitales atomiques, ils vont représenter le volume dans lequel on a 95% de chances de trouver l'électron. On travaille toujours, je vous ai expliqué ça, en finalement mécanique probabiliste. Les orbitales atomiques, ils peuvent avoir des signes différents. C'est dû au quoi? C'est dû au fait que l'électron est aussi une onde. Et comme l'électron est une onde, eh ben, elle peut avoir des valeurs de phase qui sont différentes. Et enfin, il faut savoir construire les cases quantiques, donc mettre combien de cases et puis les rapprocher ensemble avec les mêmes valeurs de n et l. OK? Alors, là, je vous ai mis ça, c'est un truc assez intéressant. Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est comment dire, un sketch sur Alexandre Astier, sur la physique quantique, un bilan mitigé. Voilà. Bon, ça c'est le côté blague, d'accord? Mais c'est plutôt rigolo. Et puis, alors, il y a aussi un quiz, mais le quiz, soit vous voulez qu'on le fasse ou vous voulez qu'on continue un petit peu le cours. Oui, bon, allez, on est parti. On est parti pour le quiz. Hop, attendez, parce que moi j'ai plein de trucs sur mon écran. Donc, toujours pareil, hein, je sais que j'ai des dettes, hein. Je sais que j'ai des dettes. Donc, toc, 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 toc. Atomistique, 0,2 chimie. Alors attendez, réinitialiser l'événement. Ouf, parce que sinon après vous allez être en compétition avec les autres années. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est pas ça que je veux. Ouais, attendez, hop. Parce que ce que vous voyez pas, c'est que moi j'ai plein d'autres trucs aussi qui s'affichent. Alors attendez. Oui, oui, on voit. Bah, pourtant c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est bon. Alors j'ai 42. Je sais pas combien vous êtes en fait en cours. Vous n'êtes pas tous venus, hein? 63. Bon. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont partis dans l'autre lien, dans la section 1. Dans la section, pardon? Une. Ah, d'accord, ok, avec Chengzi. Ok. Ouais, en Bon, fait, dans le mail, il y avait pas écrit c'était quel lien, enfin, c'était pour quelle section. ah, Du coup, on savait mince. pas. D'accord, ok. Ah, ok. C'est pour ça que je viens de venir, enfin, je savais pas que c'était ça, notre lien. D'accord. Et mais je l'avais mis sur Moodle parce que Chengzi il l'a mis sur Moodle aussi, son truc, hein. Enfin, on l'a reçu par mail. D'accord. Ok, 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 ok. Ah oui, par mail. D'accord. Ok. Mais moi, le lien que j'avais mis, je vous l'ai envoyé aussi par Moodle. Non, je vous ai envoyé dimanche dernier, je crois. Bon.
Les 2 liens sont sur Moodle. Ah oui, d'accord, OK. OK, oui. Et moi, je l'ai pas mis dans mon espace de cours? Ouais, enfin bon, bref, c'est pas très grave. D'accord, OK. OK, OK, je comprends. Je comprends. Du coup, là, on démarre ou j'attends encore des connexions? Non, on débute? Go, allez, go. Alors, ah, c'est à vous, hein. J'ai raté le début. Ça va. Encore, alors, encore dans le lit, très bien, il y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, c'est peut-être le seul avantage. Encore en lit. Alors couche, quand je vois couche, je sais pas si ça veut dire que la personne est couchée ou si, on parle de couche électronique. Mais bon, c'est pas très grave. OK. Alors j'ai cru voir qu'il y en a qui ont fait ça l'année dernière. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui. OK. Allez, on continue. Alors, la lumière, toc, la lumière est composée de photons qui ont une énergie égale à voir donc, voir l'image, qui représente H. Ouais, vous avez l'air d'être, constante de Planck, la constante d'Einstein, la relativité, la réponse D. Un indice, c'est pas la réponse D, hein. 45 résultats. Alors, soit il y a des personnes sont particulièrement lentes, ou soit il y en a qui répondent pas, mais c'est pas grave, hein. 47. Donc 15 secondes, j'attends un peu. Bon, un indice, hein, c'est la constante de Planck, hein. 6,626 10-34 joules seconde, et c'est la plus petite valeur d'énergie qu'on peut avoir dans le monde. Donc la bonne réponse, hein, c'est celle-là, évidemment. Et on va mettre ça. Alors, on va mettre les 15 meilleurs joueurs quand même pour voir un peu. Donc, pareil, hein, pour les anonymes, ça serait bien de mettre un petit truc là-dessus pour qu'on puisse continuer. OK, on passe à la deuxième question. La lumière est composée de photons qui ont une énergie égale donc toujours à mon image. Je représente C, donc la constante d'Einstein, la constante de Planck, la vitesse de la lumière, la réponse D. Donc pour moi, c'est pratique, hein, ça fait faire deux questions avec finalement le même input. Voilà. Ah, j'admire, en tout cas, vous répondez vite hein, quand même, hein, parce que en termes de vitesse, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont au taquet. Donc c'est bien. C'est bien en termes de vitesse, hein. Finalement, 20 secondes. Alors vous allez voir, quand on fera la stéréochimie, et que j'aurai des questions du type alors il est R ou il est S, bah ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Alors la personne qui dit qu'il est perdu ou pas perdu, là, enfin qui switch, c'est pour faire rire ou non? Ah oui. Bon, la bonne réponse, hein, elle est là. Effectivement, la vitesse de la lumière, elle est ici. Donc c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. J'ai toujours des anonymes, mais il va falloir un petit peu faire le truc. Alors j'ai un truc important à faire. Une seconde. Alors, je faisais rentrer mon chat, qui s'appelle Newton. Alors, la lumière qui est composée de photons, qui ont une énergie égale et tout ça, que représente lambda? La longueur entre l'état initial et l'état final, la constante de Planck, la longueur d'onde. J'ai mis autre chose? Non, j'ai pas mis autre chose. La fréquence de la lumière. Il faut peut-être pas que je mette à chaque fois les résultats des autres parce que finalement, ça empêche un petit peu de.
de se connecter là-dessus. Et je vois qu'en fait, vous décidez vite parce que vous arrivez à répondre en un temps record. Alors, ok, donc la bonne réponse, hein, la bonne réponse était celle-ci. Alors la longueur entre l'état initial et l'état final, c'est pas vraiment une longueur dans ce cadre-là, hein, ce qui se passe, c'est plutôt un écart énergétique en fait, hein. Donc c'est vraiment la longueur d'onde, ce qui est associé donc là-dessus sur le lambda, sur cette formule, c'est vraiment la longueur d'onde. D'accord? Donc on regarde un petit peu les résultats. Donc ça bouge beaucoup, mais ça c'est un petit peu normal. C'est bien en tout cas. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont au taquet. Je crois que Vivi, à qui je dois encore une hier là-dessus. Donc il y a, il y a des pelotons. Et là, il faut associer à chaque constante sa valeur. Mais il doit y avoir un truc là, non? Ah oui, pardon. Oui, alors attendez, je vous enlève les réponses les plus fréquentes. D'accord. Alors, juste comme ça, hein, je vous avais expliqué, c'est pas facile pour moi de mettre des exposants là-dessus, et c'est un petit peu dommage parce que bah, finalement, pour faire des choses, c'est pas simple. Donc, on fait avec ce qu'on a. Ok, donc, on regarde, il y a plutôt des bonnes réponses. Ah oui, pardon, j'ai fait directement les scores. Les bonnes réponses, c'est celle-ci, hein. C'est donc la valeur de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. H, c'est 6,62 10-34 joules. Et E0, donc c'est l'écart énergétique qu'on va retrouver eh bien, finalement dans l'atome d'hydrogène, c'est moins 13,6 électronvolts. Et donc les meilleurs résultats qu'on a ici, enfin les meilleurs joueurs, ah, ça y est, on a une égalité au niveau du 3. Mais si on regarde un petit peu les points, on est vraiment dans un mouchoir de poche là-dessus, parce que ça peut encore bouger. J'essaye de mettre un peu de teasing. Je me rends compte que j'ai pas mal de questions en fait là-dessus. Alors, la résolution de l'équation de Schrödinger fait apparaître trois entiers n, l et m appelés nombres quantiques. Toc, nombre quantique. Alors, n est appelé le nombre quantique. J'y arrive plus là-dessus. Mince, pardon. Oula. Je crois que j'ai fait des bêtises, non? Euh, je... Oh. Alors, je crois que j'ai fait des bêtises en changeant de question en cours de route. Parce que là, on est sur L. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où je vois qu'il y en a qui font des fautes d'orthographe et là, Moodle, enfin WooClap, il va être intraitable. C'est-à-dire que secondarise, non, ça va pas passer. Et j'ai un secondette qui passera pas non plus. Ok. Alors, la liste des résultats, bah ouais, c'est ça. Mais en fait, la réponse correcte, c'est celle-là, azimutale ou secondaire. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai fait une bêtise moi aussi. J'ai changé, enfin j'ai voulu remettre en avant la question et vous devez mieux la voir que moi je la vois à l'écran. Bon bref, ça va faire une sélection, faire une sélection, ça va faire une petite sélection. Je vais essayer de plus faire de bêtises pour le prochain, ok. Et donc là on est sur M. Je touche à rien, hein.
Je touche à rien. Bon, il y a beaucoup de magnétique. Alors mécanique, c'est pas bon, hein. Et c'est pas un nombre quantique quantique, hein. Alors après, c'est des noms, hein, c'est des noms qui sont donnés, qui vont quand même, quoi. Et puis alors, après, je crois que la personne qui a répondu nombre quantique magnétique, typiquement, hein, sur une copie, je l'accepte évidemment, mais là, le problème, c'est que Wooklap, il va pas comprendre, hein, il va pas comprendre le terme nombre quantique magnétique. Il fallait juste dire magnétique là-dessus. Donc, le nuage de mots, mais la bonne réponse, c'est magnétique pour 88% des gens. Et donc, il y a eu du mouvement un petit peu là-dessus. Je continue, vous êtes au taquet. Allez, je touche à rien. Pour qu'un électron passe d'un état excité vers l'état fondamental, il doit absorber l'énergie d'un autre électron, absorber l'énergie d'un photon, émettre un photon. Cette transition est interdite. D'un état excité vers l'état fondamental. Bon, je ne sais pas si vous avez des chats, mais moi j'en ai trois et en fait, ils supportent pas les portes. Enfin bon, c'est assez classique. Bon, il reste plus que 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On regarde un petit peu. Hop. Donc la réponse incorrecte, c'est 89%. En fait, la vraie question, c'est donc on n'absorbe pas l'énergie d'un autre électron. Ça, c'est sûr. D'abord parce que même physiquement, les électrons ne peuvent pas se taper dessus. Donc, ils sont tous les deux négatifs. Ils ne s'approcheraient pas. Euh, alors ensuite, la question, c'est entre absorber ou émettre l'énergie. Vous voyez que on est d'un état excité, donc en haut, vers l'état fondamental, qui est l'état de plus basse énergie. Donc en fait, vous avez beaucoup d'énergie et donc vous allez en perdre. Donc il va falloir émettre un photon. OK? On arrive ici. Alors j'ai Trinity, Rub, Vivi, Clara, etc. Pareil, toujours pareil, avec des points différents. On continue. Question suivante. À l'état fondamental, quelle est la valeur du nombre quantique principal n? Hop là, je vous ai enlevé les résultats. Alors, 0, 1, 2, moins 13,6. Je suis fasciné par le fait que vous répondez super vite, en fait. Vous avez bien compris qu'il y a une histoire de chrono à l'intérieur, mais essayez de ne pas faire de conneries, de faire des bêtises, pardon, sur la façon dont vous répondez. Ok. Alors, il ne me reste plus que 8 secondes, 7. Hop là, on regarde un petit peu les résultats. Alors, moins 13,6. Attention, on parle de n, d'accord? On parle de n. Donc n, c'est le nombre quantique principal. Les nombres quantiques, comme ça, c'est toujours des entiers. Moins 13,6, c'est la valeur d'énergie. Rien à voir. OK? Mais je comprends qu'on puisse confondre, hein, ce n'est pas la question. Donc ensuite, on est sur le nombre quantique à l'état fondamental. Ce ne sera pas 2 et ça ne sera pas 0. Ça commence à 1. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci. OK? La bonne réponse, c'est celle-ci. Et donc, on regarde un petit peu les résultats. Et ben, on est ici. Donc, il y en a qui ont répondu particulièrement vite, mais c'est pareil, on est sur un laps de points, même si Pin ici est un petit peu en avance. Donc, on continue. Hop là, bravo en tout cas. Allez, pour ioniser l'atome d'hydrogène et devenir H+, l'électron doit acquérir une énergie de. Là, visiblement,
Allez, toc, 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 toc. Ah. Il reste 18 secondes, 66%. Au niveau stats, en fait, au niveau stats, ça a l'air d'être de se partager. Alors, bon, il y a quelqu'un qui a mis 15. J'adore la médiane, les cartes, la variance. C'est intéressant, mais bon, pour nous, ça s'applique pas vraiment, quoi. Allez. Alors, je pense qu'il y a la réponse correcte, mais que la réponse correcte, elle vous plaît pas, parce qu'il y a que 30% qui ont réussi. Alors, on essaye de réfléchir. Pour ioniser l'atome d'hydrogène, donc on part par défaut de l'état fondamental, on est à moins 13,6 électronvolts. On est à moins 13,6 électronvolts. Donc pour aller de moins 13,6 électronvolts à 0, il faut ajouter plus 13,6. Comprenez? C'est donc le 13,6 était bon en électronvolts, mais c'est pas moins 13,6, c'est plus 13,6. Bon, je pense que c'est là où c'est intéressant de faire des schémas, parce que quand on fait des schémas, on comprend un petit peu mieux les choses. C'était un petit peu la différence et ça crée peut-être des écarts dans le peloton par rapport au peloton. Allez, on continue sur l'autre question. Quel est le nombre quantique qui définit la majeure partie de l'hydrogène? NLMO. Bon, sachant que O n'est pas un nombre quantique, ça peut vous aider déjà. Et j'ai l'impression que là, vous avez répondu à une vitesse phénoménale. Et là, encore une fois, j'ai perdu mon chronomètre. Il faudrait que je comprenne pourquoi j'ai perdu mon chronomètre. Du coup, j'ai 44 sur 58. J'arrête, hein. J'arrête ici le truc. Et donc, on va mettre la réponse correcte. Donc, la réponse correcte, c'est bien N qui définit la majeure partie de l'énergie. Et donc, je fais ça ici. Je vais regarder, puisque là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai mon chronomètre qui part. Donc, bah, j'ai un sentiment quand même que la première place est bien tenue par Trinity. Et puis bah, après, je vois des noms quand même qui arrivent à revenir. Pour les anonymes, ça sera bien si vous arrivez à remonter le truc, de regarder. Et puis bah, on continue. On continue. Alors, si n égale 4, combien de valeurs peut prendre le nombre quantique secondaire? Combien de valeurs peut prendre le nombre quantique secondaire? Est-ce que c'est 0, 1, 2, 3 et je ne sais pas ce qu'il y a en 5, mais bon, peu importe. 0, 1, 2 ou 3. Bon, je vois un petit peu les trucs. J'ai retrouvé mon chronomètre. Bon, il ne reste plus que 5 secondes. Alors, on regarde ça gentiment. Donc, au niveau de la réponse correcte, elle était là. Donc, si n est égal à 4, donc on va sur entre 0 et n-1, d'accord? Donc, en fait, ça fait, L peut prendre 3 valeurs de nombre quantique secondaire, c'est-à-dire la valeur de 0, la valeur de 1, et, attendez, 1, et la valeur de 2. Non, c'est bizarre ça. Ouais, ça fait 4 valeurs, attendez. Qu'est-ce que j'ai comme truc? euh, Attendez. N est égal à 4. Combien de valeurs peut prendre le nombre quantique secondaire? C'est pas possible, c'est que je me suis planté ou quoi? Va de 0 à n-1, donc ça fait 4. Ça fait 4.
Ça fait 4 valeurs. Ouais, 0, 1, 2, 3, 4. Et ben, ouais, je pense que je me suis planté dans le truc là. Attendez. Ouais, bah oui, je me suis planté, moi. Je me suis planté. Je me suis planté. Ok. Bah écoutez, je vais chercher. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais c'est pas dur, hein, ça va de zéro, gros moment de solitude. Bref, elle va de zéro à n-1. Donc si on est à n est égal, j'ai mis quoi? N est égal 3 ou n est égal 4? C'est 4 que j'ai mis, hein. Ouais, bah oui. C'est 4, donc ça fait de zéro à 3, d'accord? Donc 0, c'est la première valeur. Ouais, c'est pas le même. Ouais, mais combien de valeurs peut prendre le nombre quantique secondaire? Oui, mais j'ai pas mis la valeur maximale. Bon, bref, je me suis planté. En tout cas, dans la façon dont c'est posé comme question, c'est vraiment pas clair. J'ai fait ça vite fait et finalement, c'est pas terrible. Du coup, alors par le coup, je suis désolé, mais je vais même pas réussir à annuler cette question. Donc, j'imagine que les gens qui ont répondu 3, c'était parce que c'était ce qui lui allait être plus proche de ça. Ouais, non, mais l'erreur, elle vient de moi, elle vient de moi. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est jamais simple de faire des QCM, que ce qu'on a en tête paraît tellement logique, et donc on met des valeurs comme ça paraît tellement logique, en fait, on n'arrive jamais à bien se relire, quoi. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et alors, pour le coup, je vais pas me fader à regarder comment vous avez répondu pour essayer d'annuler cette question, des choses comme ça. D'accord? Donc, on va considérer que les gens qui ont répondu 3 étaient mieux et que c'était par rapport à la valeur maximale que pouvait prendre le nombre quantique secondaire. OK? Et sachant que j'ai 91%, je crée moins d'injustice là-dessus. Je continue? On va essayer de voir. Une orbitale atomique de type D a son nombre quantique secondaire égal à. Donc, je regarde les réponses les plus fréquentes. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut que je mette. Résultat ou. Ouais, ouais, ça c'est rigolo. Pour le nombre quantique secondaire qui est égal à 7, c'est pas bon. Alors, j'ai du 3, j'ai du 2, j'ai du 1, j'ai du 4, j'ai un 7, mais le 7, je peux vous le dire, c'est pas la bonne réponse. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de bonnes réponses, j'arrive pas à calculer là-dessus. Bon, va falloir qu'on le reprenne celui-là, parce que celui-là, normalement, je ne me suis pas planté. Et donc là, donc les statistiques, c'est ça. Et la bonne valeur, c'est 2. Alors, L est égal à 0, S. L est égal à 1, P. L est égal à 2, D. Donc la réponse correcte, c'est 2. OK? Donc, réponse correcte 2. Mine de rien, on a quand même un trio de tête qui a l'air d'être bien campé maintenant. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Euh, je comprends pas. On reprend. C'est les formes des orbitales. Vous voyez mon écran, j'espère. J'essaie de vous retrouver le tableau. Le tableau est là. Quand L prend la valeur de 0, ce sont des orbitales de type S. Quand L prend la valeur de 1, des orbitales de type P. Quand L prend la valeur de 2, des orbitales de type D. D'accord? 3, F, 4, G, H, I, J, K, L, etc., etc. D'accord? Donc c'est juste comme ça. C'est bon? Je reprends mon truc ici. Et puis, on continue. Il reste deux questions. Combien d'orbitales atomiques peut-on avoir? Alors attention, c'est une question compliquée. Je vous conseille de vérifier. Combien d'orbitales atomiques peut-on avoir dans la sous-couche 2D? 1, 2, 3,
ou aucune? Alors, 1, 2, 3 ou aucune? Donc, il reste plus que 11 secondes. Il y a des questionnements. J'ai une égalité parfaite entre 3 et aucune. Alors, la bonne réponse, aucune. Pourquoi aucune? Parce que la 2D n'existe pas. La 2D ne peut pas exister. Je reviens juste sur la partie cours ici. Reprenons ici. Si n est égal à 2, elle varie entre 0 et 1. On est dans cette situation-là. Dans cette situation-là, on ne peut avoir que des orbitales atomiques de type S et P. On ne peut pas avoir de D. Donc la 2D n'existe pas. Elle n'existera jamais. Okay, vous n'avez les orbitales de type D qu'à partir de n est égal à 3. Et vous allez avoir la 3D, la 4D, etc. D'accord? Mais pas du tout. La 2D n'existe pas. OK? Donc c'est pour ça que la aucune était une bonne réponse et que c'était une question, j'admets, un peu plus difficile. On continue sur la dernière question. Les orbitales atomiques qui ont même valeur de n et L, même valeur de n et L, elles s'appellent comme elles veulent, une sous-couche électronique, une couche électronique, un corpus atomique. Allez, j'ai un sentiment que beaucoup de gens ont déjà répondu ici. Bon, elles s'appellent comme elles veulent est une réponse socialement valable, évidemment, mais qui ne donnera pas de points ici. On est d'accord avec ça. Allez, 10 secondes. On est tous sur la sous-couche électronique. OK, et c'est la bonne réponse à ce niveau-là. Donc, on va regarder les résultats finaux. Et donc, les résultats finaux, donc on a félicitations aux 3 premiers. Bon, l'idée, hein, c'est pas évidemment, c'est pas forcément, enfin, c'est le côté challenge, ça peut être sympa. Ici, à ce niveau-là, dans ce genre de quiz, on a le droit de se tromper. Ça compte pas du tout de points, hein, évidemment. Ça permet aussi un petit peu de remettre en place certains positionnements qu'on peut avoir sur le cours et puis corriger des choses qui sont pas tout à fait bonnes. Après, oubliez pas, hein, c'est des quiz et les quiz, alors surtout pour ceux qui sont dans les trucs de médecine, etc., où on répond beaucoup par QCM, c'est très piégeux ce genre de choses et c'est pas, enfin comment dire, c'est pas une fin en soi de répondre bon à ce genre de choses. Néanmoins, alors Trinity Nembutsu, c'est ça, Nembutsu et Momo Momu, bah, vous viendrez me voir vendredi prochain. Normalement, je serai équipé, euh, je serai équipé avec ce qu'il faut et donc on pourra, je paierai mes dettes à ce niveau-là. On va continuer le cours, ok? On va continuer le cours donc à partir d'ici. Je reprends à partir de la diapositive donc actuelle et je vais reprendre un pointeur laser. Et donc on va passer, pardon, là-dessus, on va passer sur les atomes polyélectroniques. Alors, c'est quelque chose qui va être intéressant parce que pour l'instant, tout ce qu'on a travaillé, en fait, c'est sur l'hydrogène. Et l'hydrogène, bon, c'est sympa, mais ça va quand même commencer à être un petit peu compliqué parce que c'est pas forcément les choses qui nous intéressent
ça va devenir un petit peu lassant de travailler avec que l'atome d'hydrogène. Et bien, pourtant, on va continuer encore un petit peu avec les cousins des hydrogènes. On va s'intéresser aux hydrogénoïdes. Alors, les hydrogénoïdes, en fait, c'est les édifices qui ont qu'un seul électron. En fait, l'équation de Schrödinger, on sait bien la résoudre, et encore en faisant des approximations, pour les atomes qui ont un électron. Mais finalement, les atomes qui ont un électron, il n'y en a qu'un en tant qu'atome, c'est l'hydrogène avec un proton et un électron. Mais en fait, il y a d'autres éléments qui peuvent être intéressants, c'est des ions qui finalement vont posséder plusieurs protons, mais qui vont posséder tous qu'un seul électron. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est les hydrogénoïdes. Les hydrogénoïdes, c'est un édifice monoatomique qui ne renferme qu'un seul électron. Donc, à part l'hydrogène, qui est un atome, ça peut être un ion. Alors, c'est quoi? L'hélium, deux protons, deux électrons pour l'atome, mais si on lui enlève un électron, c'est He+, et donc dans ces cas-là, il n'a plus qu'un seul électron. Et on peut résoudre ça. Li2+, c'est pareil, Be3+, c'est pareil, le bore 4+, c'est pareil. On peut même aller sur le plomb 81+, hein, donc vous imaginez bien que c'est des choses complètement théoriques, mais bon, c'est possible de résoudre l'équation de Schrödinger. Et donc, dans ces cas-là, on remarque qu'on a une représentation de l'énergie qu'on va pouvoir expliciter ici. D'accord? Alors, on retient ça, l'existence même de ces choses-là, c'est très souvent uniquement théorique. Le plomb 81+, je peux vous dire, c'est absolument pas trouvable, entre guillemets, dans la nature. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie, en fait, elle se retrouve sur cette formule-là, qui va vous dire que l'énergie, en fonction du nombre quantique principal n, il est égal à moins 13,6 fois z au carré divisé par n au carré. Alors, je suis désolé, j'ai encore un chat. Bref, z au carré, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement le numéro atomique de l'atome. Donc, en fait, quand vous avez l'hydrogène, Cz est égal à 1. Donc, on retrouve exactement la même formule qu'on avait avant. Par contre, si vous êtes sur l'hélium plus, vous avez Z qui est égal à 2. Et quand Z est égal à 2, en fait, vous aurez un facteur 4 à l'intérieur. D'accord? Pour le lithium, on sera sur Z est égal à 3. Donc, vous aurez à multiplier ça finalement par 9. Et c'est les mêmes niveaux, mais cette fois-ci, multiplié par 9. OK? Alors, les atomes hydrogénoïdes, c'est bien aussi pour les enseignants parce que ça permet finalement de rajouter des exercices par rapport à l'hydrogène. Ça change en fait d'exercices qu'on fait sur l'hydrogène. On peut les appliquer sur d'autres choses comme ça. Mais néanmoins, et vous avez compris, on va quand même pas bien loin parce qu'on continue à travailler uniquement sur des systèmes avec un seul électron. Alors, est-ce que E0 représente le potentiel standard ou c'est juste la même notation? Alors, merci de cette question. Euh, je vous dis sincèrement, c'est ce qui m'énerve un petit peu dans cette notation, mais E0 n'a rien à voir avec le potentiel standard qu'on retrouve en électrochimie, ok? Et dans d'autres choses. C'est juste que il y a des gens qui se sont amusés à donner les mêmes notations, mais ça a rien à voir. D'accord? C'est juste la même notation. Et c'est dommage, en fait, de pas s'être amusé à mettre un gamma, enfin n'importe quoi qui aurait différencié, en fait, les choses. Euh, il y aurait eu que moi, je n'aurais écrit que moins 13,6. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que dans les bouquins et dans d'autres choses que vous allez retrouver cette espèce de E0. Et c'est dommage d'avoir mis la même notation qu'on retrouve dans le potentiel standard en électrochimie. OK? Mais retenez moins 13,6 et ça suffira bien. Donc, on va essayer de voir les atomes. Alors, les anglo-saxons utilisent la constante de Rydberg pour obtenir le résultat en joule. Oui, il n'y a pas que les anglo-saxons, il y a plein de Français qui le font. Euh, il y a plein de Français qui le font. Alors, la constante de Rydberg, elle s'écrit R infini. Ça revient au même.
Euh, la façon de réfléchir revient complètement au même. Nous, en tant que, en discussion pédagogique qu'on a eue, on a décidé en fait de pas utiliser la constante de Rydberg et d'utiliser uniquement cette notation-là avec moins 13,6 électronvolts et de vous faire travailler uniquement sur la conversion 13,6 électronvolts vers des joules. Pourquoi? Un, parce qu'en fait, dans 99% des cas, c'est ce qu'utilisent les gens. La constante de Rydberg, elle a été utilisée beaucoup jusque dans les années 60-70, mais maintenant, elle est beaucoup moins utilisée. Et puis, finalement, on peut faire tous les mêmes calculs sans introduire en fait la constante de Rydberg. Alors, évidemment, là, j'ai conscience que tout le monde ne connaît pas la constante de Rydberg. Alors après, vous pouvez faire un coup de Wikipédia hein, pour avoir tout ça. En fait, pour avoir des longueurs d'onde, on n'a pas besoin d'utiliser la constante de Rydberg. On peut passer avec cette formule-là et puis faire les conversions en joules et puis ensuite avoir les transitions directement en longueur d'onde. Et la constante de Rydberg vous donne pas grand-chose de plus. On le faisait avant, mais on s'est rendu compte que finalement, année après année, les étudiants se plantaient tout le temps dans les conversions d'énergie. Et vu que l'objectif de ce cours-là, qui est quand même d'aller assez vite pour ensuite engager sur d'autres choses, finalement, on s'est rendu compte que, il valait peut-être mieux passer plus de temps à faire, on va dire de l'atomistique rapide, on va dire, plutôt que de s'engager dans beaucoup de conversions, dans beaucoup de conversions d'unités, qui finalement, bon, c'est toujours intéressant, mais ça n'engage pas tellement la compréhension des phénomènes. Ok, je ne sais pas si la réponse vous convient. Après, si vous m'écrivez tout avec des constantes de Rydberg, bon, il n'y a pas de problème avec moi. Enfin, faites gaffe à ne pas vous planter, parce que du coup, si vous vous plantez, ça sera toujours un petit peu plus compliqué de retrouver d'où ça vient. Ok. On continue. Donc, on continue donc, sur les systèmes polyélectroniques, c'est-à-dire plus les hydrogénoïdes, plus l'hydrogène, mais cette fois-ci quand on a plusieurs électrons. Alors, quand on a plusieurs électrons, en fait, on va utiliser les règles d'un monsieur qui s'appelle Kleshkovsky. Alors, l'idée de Kleshkovsky, c'est de dire un truc qui finalement est assez intuitif, je trouve. L'enregistrement sera sur Moodle? Oui, l'enregistrement sera sur Moodle. Je le mets sur YouTube et après je vous mets le lien sur Moodle. Je reprends, je reprends Kleshkovsky. Donc l'idée de Kleshkovsky, je la trouve assez intuitive. C'est de se dire qu'on a un système par électron, d'électrons, on va avoir plusieurs électrons. Et donc on va commencer, les électrons, ils vont commencer par se mettre d'abord au niveau les plus stables. Et puis petit à petit, on va remplir et on va augmenter le nombre d'électrons. Et les électrons vont partir sur les orbitales qui vont être les orbitales atomiques, qui vont être celles qui seront de moins en moins stables, entre guillemets, de plus en plus éloignées du noyau. D'accord? Donc si on reprend une logique un petit peu d'oignon, en fait, les électrons, les premiers électrons, on va les mettre tout près du noyau, et puis après, on va les mettre un petit peu plus loin, etc., etc. Sauf que ce n'est pas un système avec des couches circulaires ou sphériques, c'est plutôt un système où vous allez avoir du passage sur des orbitales P, sur les orbitales D, etc., etc., en fonction du nombre d'électrons. Donc on fait un remplissage par énergie, d'accord? On se base finalement sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire les orbitales atomiques de l'hydrogène, parce que finalement, on sait bien résoudre pour l'hydrogène. Et puis, en considérant ça, on va remplir énergie par énergie. Alors, énergie par énergie, on sait que l'énergie, elle est détenue principalement par le nombre quantique n. OK? Mais il y a un petit peu de L quand même dedans. Donc en fait, le remplissage, il se fait par énergie constante, donc par n plus L croissant. Donc ça ne sera pas n, mais ça sera n plus L. Et en cas d'ambiguïté, on prendra en premier le plus petit n, parce qu'on sait que n, c'est celui qui, parmi L, entre L, c'est celui qui remporte le plus d'énergie. Donc les exemples pour n plus L qui va de 1 à 7, l'exemple, il va être celui-là. Alors on commence. On dit n plus L est égal à 1. Ça va être le premier. Ça veut dire que n est égal à 1.
Et ça veut dire que L est forcément égal à 0. Alors on se souvient de ça, hein. On se souvient de ça. On ne va pas parler du nombre quantique magnétique. On a L qui va varier entre 0 et n-1. Donc quand n est égal à 1, bah, L est forcément égal à 0, et donc on a une orbitale qui est l'orbitale 1s. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Si n plus L est égal à 2, alors pour faire 2, vous pouvez faire, entre guillemets, 1 plus 1 ou 2 plus 0. Sauf que le 1 plus 1 ne peut pas marcher parce que L, il doit forcément être inférieur à n. Comprenez? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de faire 2, 0. Et si vous avez 2, 0, c'est forcément 2s. Ça va, ça? Vous me dites dans le chat si ça va. Ouais, vous ne me dites pas, c'est pas grave, je vais considérer que c'est bon. OK. Maintenant, on a n plus L est égal à 3. Vous voyez ici, on évolue, hein, n plus L de 1 à 7. N plus L est égal à 3. Donc, ça veut dire, pour faire 3, vous pouvez faire 3, 0, vous pouvez faire 2 plus 1, mais vous ne pouvez pas faire 1 plus 2. Pourquoi vous ne pouvez pas faire 1 plus 2? Parce que L, il doit toujours être inférieur à n. OK? Donc, entre 2 plus 1 et 3 plus 0, c'est 2 plus 1 qui va être en premier, parce que le n est plus petit. D'accord? Donc, 2 plus 1, ça revient à 2p. Pourquoi? Parce que L est égal à 1, c'est p. Et ensuite, c'est 3, 0, c'est 3s. Donc, si on regarde un petit peu nos orbitales, dans l'ordre, c'est 1s, 2s, 2p, 3s. OK? On arrive à n plus L est égal à 4. Faire 4, on peut faire 0, et on peut faire 3 plus 1. On ne peut pas faire 2 plus 2, parce que L doit être inférieur à n. Donc, il n'y a que ça comme possibilité. Et entre 4, 0 et 4 plus 0 et 3 plus 1, on va prendre d'abord 3 plus 1. Donc, ça fait la 3, P est égal à 1P, et c'est donc la 3P, puis la 4S. OK? Ensuite, on arrive à n plus L est égal à 5. 5. Alors, 5, c'est 3, c'est soit 3 plus 2, 4 plus 1, 5 plus 0. Et ça sera là encore dans cet ordre-là. Là, c'est intéressant parce que cette fois-ci, la 3,2, on est sur la 3D. C'est la première fois qu'on fait apparaître une orbitale de type D. OK? Puis ensuite la 4P et ensuite la 5S. Je n'ai pas compris la deuxième. Alors la deuxième, c'est celle-là ou vous voulez l'autre? Alors, on avance en N plus L. On avance en N plus L. Oula. Je réponds à l'autre question de VB, pardon, Victoire Bertrand plus tard. On avance en N plus L, d'accord? N plus L croissant. Donc, si on regarde un petit peu mon évolution, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Pour faire N plus L est égal à 1, il n'y a pas le choix, il faut que N soit égal à 1 et L est égal à 0. Il n'y a pas de choix. OK? Parce qu'on n'oublie pas que L, il varie entre 0 et N-1. Quand N est égal à 2, quand N plus 1 est égal à 2, N, il doit être égal à 2 et L est égal à 0. Parce qu'on ne peut pas faire 1 plus 1. Pourquoi on ne peut pas faire 1 plus 1? Parce que L, il doit être inférieur à N. Ça va, ça? Donc, si vous avez compris ça, le reste va là-dessus. Est-ce que si on a un numéro atomique en QCM et qu'on nous propose un remplissage avec le bon nombre d'électrons, mais pas le bon ordre de remplissage, c'est une écriture acceptable ou non? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tout à fait la question, mais je vais vous dire non, tout simplement. Parce qu'il va falloir connaître cet ordre-là. Mais vous allez voir, ça va venir assez vite. Surtout avec le tableau périodique des éléments, ça va devenir. Et après, n'oubliez pas, il y a le cours, et puis il y a ce qu'on va faire en TD ensuite. Et vous allez voir, en TD, on va refaire ça. OK? Donc ça, je vous donne un petit peu la théorie là-dessus. Enfin, c'est pas que la théorie, hein, mais je vous donne la théorie et vous allez comprendre. Beaucoup plus simple qu'on croit. On en est ici à la 3D, 4D, la 5S ici,
Et puis, bah, ensuite, on va continuer. Pour faire 6, vous pouvez faire 3 plus 3, ça, c'est pas possible. OK? Pouvez-vous rappeler ce que sont les orbitales et les sous-orbitales dans les ordres? Sous-orbitales, ça n'existe pas. D'accord? Donc, oubliez, sous-orbitales, ça n'existe pas. OK? Ça, c'est des types d'orbitales. Dans 1s, on a des orbitales. On a une orbitale parce que m est égal à 1, une orbitale atomique. 2s, on a une orbitale atomique, 2s. 2p, on a 3 orbitales atomiques, 2p. 2px, 2py, 2pz. OK? Ça va, ça? Donc, les types d'orbitales qui sont ici. Pour faire 6, je reviens là-dessus, pour faire 6, vous pouvez faire 3 plus 3. Mais 3 plus 3, ce n'est pas possible. Parce que vous devez forcément avoir le L qui est inférieur au N. 3s, du coup, c'est une autre orbitale. Oui, c'est une autre orbitale. C'est une autre orbitale. En gros, vos électrons, vous allez en mettre 2 ici, puis encore 2 ici, puis en 6 ici. Puis ensuite, vous remettrez les 2 et encore 2 ici. D'accord? Bon, on le fait après hein, sur les remplissages. Vous allez comprendre avec les cases quantiques, ça ira vite. Donc 6, 4 plus 2, 5 plus 1, 6 plus 0. Donc c'est forcément dans ce ordre-là parce que c'est dans l'ordre du n le plus petit. Donc 4, 2, c'est 4d, 5, 1, c'est 5p, 6, 0, c'est 6s. Toujours pareil, le SPD est donné par les valeurs de L. OK? Alors, ça se représente souvent comme ça. On y va 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H, etc., etc. Donc, ce qu'on fait, on fait un espèce d'assurage ou alors on fait voilà, il y en a qui appellent ça, c'est au moment de Noël, mais bon, voilà, Noël est passé, c'est triste. Et donc, c'est comme ça. Mais du coup, si vous faites des flèches comme ça, en fait, le remplissage, on le voit comme ça. On remplit d'abord un S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, etc., etc. D'accord? Ça va, ça? Donc, cette représentation, elle est pratique. Ça va pas. Alors, c'est Vincent qui n'est pas d'accord. Alors, le truc de Kleshkovsky, c'est cet ordre-là, de remplissage des électrons. On est dans les systèmes polyélectroniques, c'est-à-dire qu'on a des orbitales atomiques, on prend celle de l'hydrogène, tant pis, et puis on remplit dans l'ordre. On remplit dans l'ordre énergétique. L'ordre énergétique, il est donné par n plus L croissant, sauf qu'on ne peut pas faire toutes les combinaisons qu'on veut là-dedans, parce qu'on doit respecter la règle que L est inférieur ou égal à n, et que L varie entre 0 et n-1. D'accord? Donc à partir de juste ces injonctions-là, pour faire n plus L est égal à 1, il n'y a pas trop de choix, n plus L est égal à 2, etc., etc. Et vous reprenez le tableau et vous allez retrouver ces choses-là. Du coup, ça vous donne l'ordre dans lequel on a le remplissage. C'est-à-dire, on va d'abord remplir l'orbital 1s, puis l'orbital 2s, puis l'orbital 3s, etc., etc. D'accord? Je me suis trompé de lien, je suis dans la section 1. Est-ce que c'est grave ou est-ce que vous faites la même chose qu'avec le professeur? Alors, oui, on fait la même chose avec Chengzi. En plus, je ne veux pas dire, mais on ne va pas inventer la mécanique quantique. On peut peut-être l'approcher de façon différente, mais vous inquiétez pas, on doit faire la même chose. D'accord? Enfin, on fait la même chose. Ça, c'est sûr, on fait la même chose. Et donc, l'objectif, en fait, des cours, c'est d'arriver, en fait, à résoudre les exercices de TD. Je fais juste une toute petite parenthèse sur comment ont été construits les cours et les TD. En fait, en chimie, on fait souvent l'ordre inverse, c'est-à-dire que on regarde sur qu'est-ce qui est possible, enfin, où est-ce qu'on veut vous amener sur de la résolution d'exercices. En fonction de ça, on construit les TD, et en fonction de comment on construit les TD, on fait les cours. D'accord, pour que tout soit logique. Donc normalement, il y a un grand rapport entre les cours, les TD et évidemment les examens. OK? Donc, ce truc-là, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, etc., etc., soit vous le retrouvez en faisant ça. Si vous avez la flemme, vous le faites comme ça.
en faisant un S, deux S, deux P, etc. C'est un moyen mémotechnique pour retrouver les choses. Les flèches n'ont pas de sens, c'est juste que ça permet un petit peu de remplir le truc. OK? C'est juste ça. C'est un moyen mémotechnique. C'est bon? On continue? On continue sur le principe d'exclusion de Pauli. Alors, pour décrire complètement un système, bah, on s'est rendu compte au bout d'un moment que bah, nos trois nombres quantiques, ils n'étaient pas suffisants. D'accord? Il a fallu introduire un autre nombre quantique supplémentaire, le spin électronique. Alors, le spin électronique, c'est une propriété de l'électron qui permet de comprendre de nombreux phénomènes, notamment la propriété magnétique qu'a l'électron. Et donc, je vous ai envoyé, si ça vous intéresse, il y a, je vous encourage vraiment parce que je trouve que sur YouTube, on trouve des bêtises, évidemment, hein, mais on trouve dans les sciences, notamment sur des trucs comme Science Trash ou d'autres trucs, il y a pas mal de gens qui font des trucs assez intéressants sur les descriptions, en fait, pardon, sur les descriptions de la mécanique quantique, etc. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont bien expliquées en fait sur là-dessus. Bon, c'est plus de la culture générale parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. En fait, si on peut faire un petit truc, c'est que l'électron, c'est une petite particule. Là, c'est pas comme le photon qui est juste un grain d'énergie. L'électron, ça a une petite masse. Hein, c'est pas lourd, hein, mais ça a une petite masse et ça tourne sur lui-même, en fait. Un peu comme une toupie. Et d'ailleurs, je pense que j'ai cette représentation, en fait, où vous avez ici, Pauli est ici, et puis à côté, je crois que c'est, non, c'est Pauli qui est ici, à côté, c'est Dirac. Ils s'étaient amusés, en fait, avec une toupie, à essayer d'expliquer le spin. D'accord? Donc, en fait, ce phénomène de toupie, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que l'électron, il va tourner, hein, dans un sens ou dans un autre sens. Et donc, en fonction de ce qui tourne dans un sens ou dans un autre sens, il n'a pas la même valeur de spin. OK? Et donc, le spin, une propriété qui est intrinsèque au niveau de votre électron, d'accord? Et qui va avoir une valeur qui va être égale à plus un demi ou moins un demi. Alors, de façon complètement arbitraire, hein, on a décidé que quand on était du nord vers le sud, entre guillemets, on était en plus un demi, et quand on était du nord vers le sud, enfin bon, quand on était dans un sens, on était à plus un demi, et quand on était dans l'autre sens, on était à moins un demi. OK? Et donc, on l'a assimilé, nous, après, sur des flèches qui correspondent au spin. Donc, cette valeur-là, elle est en fait vraiment importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait que chaque électron devait avoir presque une carte d'identité particulière. Et sa carte d'identité particulière, il lui fallait en fait qu'il y ait forcément quelque chose qui le différencie. Et cette chose qui le différencie, c'est le spin qui va être différente. Alors, ms est égal à s, non s, enfin s dans le sens des orbitales, pas du tout. C'est le moment du spin, c'est une valeur de spin. OK? Alors, qu'est-ce que ça engage? Ça engage le principe d'exclusion de Pauli, à savoir que chaque électron est unique. Donc, deux électrons, ils ne peuvent pas avoir la même valeur de N, L et M. Alors attention, M, il peut prendre plusieurs valeurs différentes. Et donc, pour les différencier, il faut avoir cette valeur de spin. On s'est rendu compte que c'est pas des bêtises en fait, hein, c'est pas juste pour s'amuser, hein, c'est pas des bêtises, ça permettait de résoudre des équations de pas mal de modèles, et en plus on s'est rendu compte après de la véracité de ce genre de choses, et ça engage sur le magnétisme. On s'est rendu compte après que le spin nucléaire existe, donc cette fois-ci c'est des noyaux, principalement les protons, et ça aussi, ça engage. Et quand vous faites une IRM, par exemple, une imagerie par résonance magnétique, eh ben on utilise ces propriétés de spin, cette fois-ci du noyau. D'accord? Donc, c'est pas que des choses pour s'amuser, en fait. Hein. C'est physiquement très abstrait, je le conçois, mais c'est le fait qu'il fallait que les électrons, pour revenir aux électrons, il fallait que les électrons soient différents. Et pourquoi c'est important? C'est parce que dans une orbitale atomique, c'est-à-dire dans une case,
on ne pourra mettre que 2 électrons, et pas 3. 2 électrons, c'est tout. Et ces électrons, ils doivent être différents. Et qu'est-ce qui les différencie? Bah, c'est la valeur du spin. Il y en a qui vont avoir le spin vers le haut, et d'autres qui vont avoir le spin vers le bas. Pourquoi on met 2 dans une case? Ben, c'est comme ça. En fait, c'est le modèle, hein, comment il est défini, et ça répond à pas mal de problématiques, notamment sur les énergies des électrons. Quand on était sur l'hydrogène, on ne se posait pas la question, il n'y avait qu'un électron. Mais en fait, dans une orbitale, donc quand on n'a qu'un électron sur l'hydrogène, à l'état fondamental, on va le mettre dans l'orbitale de type 1s. Sauf que la question, c'est, dans ce volume-là, est-ce qu'on peut mettre d'autres électrons? Ben ouais, on peut en mettre un autre électron. Donc dans la 1s, dans l'orbitale 1s, on pourra mettre 2 électrons. D'accord? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces 2 électrons, eh ben, ils ne vont pas avoir le même spin. Donc un spin qui va être vers le haut et un spin qui va être vers le bas. Un spin vers le haut qui sera plus 1,5, un spin vers le bas qui sera moins 1,5. Et on va représenter ça avec une flèche. Une flèche par le haut veut dire un spin à plus 1,5, une flèche vers le bas avec un spin à moins 1,5. Et les spins, ils sont obligatoirement antiparallèles. Et vous allez me dire, bah, normalement, l'électron, il fait ce qu'il veut. En gros, il a son spin soit vers le haut, soit vers le bas. Eh ben, on s'est rendu compte que ce n'est pas si simple que ça et qu'il y avait plus de spin vers le haut que de spin vers le bas, etc., etc. D'accord? Donc, on représente les choses comme ça, c'est-à-dire, on met un électron, on le mettra toujours avec le spin vers le haut. Et on mettra dans la case une flèche. Bon, et donc les spins, alors si dans une case vous mettez 2 flèches vers le haut, eh ben, c'est faux. Parce que c'est pas possible, les spins sont obligatoirement antiparallèles. Parce que si on mettait les 2 flèches vers le haut, bah, ça voudrait dire qu'on a 2 électrons qui ont exactement les mêmes nombres quantiques, et ça, c'est pas possible. OK? Allez, on continue. Là, je vous ai donné une règle, mine de rien, qui est la règle d'exclusion, qui est la règle de Pauli, le principe d'exclusion de Pauli, c'est-à-dire que dans une orbitale, dans une case, d'accord? Dans une case, on peut mettre au max 2 électrons, et ces électrons, ils ont forcément des spins différents. Donc une flèche en haut et une flèche en bas. Ça, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Il y a une autre règle, c'est la règle de Hund. La règle de Hund, c'est la suivante. C'est que lorsqu'une sous-couche, donc une sous-couche, c'est ce qui est défini par NL, d'accord? Lorsqu'une sous-couche possède plusieurs orbitales, les électrons qui tendent à occuper le maximum, les électrons, pardon, tendent à occuper le maximum d'orbitales avant de se saturer. Donc on va prendre un exemple avec 7 électrons qui est l'exemple de l'azote. L'azote, c'est le suivant. Donc vous avez 7 électrons. On va mettre les électrons dans les orbitales qu'on connaît. Première orbitale, l'orbitale 1s. Bah, on va mettre 2 électrons. 1s, un électron comme ça, et un autre électron comme ça. Et ça, c'est la 1s2. OK? On ne peut mettre que 2 électrons dans la S. Donc, on se l'appellera 1s2 et on fera les cases comme ça, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. OK? Bon, on en a 7 à mettre. On en a mis 2. Il nous en reste encore 5. On continue. On va mettre dans l'autre orbitale qui est au-dessus. L'autre orbitale qui est au-dessus, c'est la 2s. La 2s, on mettra un électron vers le haut, un électron vers le bas. OK? Donc là, on l'écrit 2s2 après comme ça, avec le 2 ici en exposant, qui représente le fait qu'on a mis 2 électrons. Attention, les flèches, c'est bien vers le haut, vers le bas. Et ensuite, ben, il nous en reste encore 3 à mettre. Et là, on va arriver dans les orbitales de type P2. On n'oublie pas, on a 3 cases de X, Y et Z. OK? 3 orientations différentes données par 3 nombres magnétiques différents, c'est les fameux 8 qu'il y a. Et là, les 3 électrons, on ne va pas les mettre comme ça, mais on va les mettre comme ça. C'est-à-dire, au début, eh ben, si on a 3 électrons, on va en mettre un dans la première case, un dans la deuxième, un dans la troisième. Et c'est quand on va continuer à rajouter des électrons, donc quand on passera après l'azote, hein, par exemple l'oxygène, eh ben, qu'on mettra de gauche à droite, qu'on mettra la flèche ici. OK? Et ça, c'est la règle de Hund, qui est une règle assez importante là-dessus, sur ce genre de choses. Si vous voulez un petit peu avoir une image,
Imaginez, vous êtes avec, vous louez, un gîte entre, 3 copines ou 3 copains. Enfin, vous faites ce que vous voulez dans la vie, mais généralement, s'il y a 3 chambres, chacun prend une chambre, d'accord? Vous n'allez pas tous vous mettre, les 3 dans la même chambre. Bah, c'est un peu pareil pour les électrons, OK? Alors les couches électroniques, je vous dis franchement, j'aime pas trop ces notations-là, mais bon, peu importe. Les couches électroniques, c'est des n constants. Les sous-couches, c'est quand on a un n plus L, c'est-à-dire en fait où vous avez plusieurs valeurs. Ici, c'est une sous-couche. Ça, c'est la sous-couche de P. OK? Ici, c'est la sous-couche de P. Ça va? Et la couche, c'est N. Donc là, ici, vous avez la couche 1, la couche 2, et ici, vous avez la sous-couche de P et la sous-couche de S. Ce qui n'est pas tout à fait pareil parce que ça n'a pas tout à fait la même énergie. Par contre, ces 3 orbitales atomiques, ces 3 cases-là, elles ont la même énergie. De fait, l'électron qui soit en X, en Y ou en Z, pour lui, c'est pareil. C'est bon? C'est la règle de Hund. Alors, maintenant, finalement, on a toute l'algèbre pour faire ce qu'on appelle les configurations électroniques, qui est quelque chose d'assez important. Alors, en plus, je sais qu'il y a beaucoup de calculatrices qui l'ont déjà intégré à l'intérieur, hein, donc notamment les Texas Instruments. 2s2, oui, c'est aussi une sous-couche. Voilà, oui. La configuration électronique des atomes indique la répartition des électrons dans les différentes orbitales atomiques. Pour établir une configuration électronique, donc il faut respecter les 3 règles précédentes, Kleshkovsky, Pauli et Hund, d'accord? Kleshkovsky, Pauli et Hund. Donc on y va, on fait ça tranquillement. L'hydrogène, un électron à placer, poids dur 1s. Et donc sa configuration électronique, c'est 1s1, à l'état fondamental. Le spin est toujours vers le haut. Un électron, c'est toujours vers le haut. D'accord? Hydrogène, hélium. L'hélium, 2 électrons. On est toujours dans la 1s, l'orbitale 1s, mais cette fois-ci, on a mis 2 électrons. Configuration électronique 1s2, qui se représente comme ça. OK? Une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Entre parenthèses, le spin électronique de l'hydrogène, c'est plus 1,5. Le spin électronique de l'hélium, c'est 0. D'accord? Parce que c'est plus 1,5 et moins 1,5. Ça va? Après l'hélium, on a le lithium. Lithium, il y a 3 électrons. On en met d'abord 2 dans la 1s. Là, on ne peut plus rien faire. Ensuite, on va dans l'échelle qui est après, qui est la 2s. Et là, on en met un avec la flèche vers le haut. Configuration électronique 1s2, 2s1. OK? On continue. Le beryllium. Beryllium, 4 électrons. On en met 2 dans la 1s avec les flèches antiparallèles. Et on en met 2 dans la 2s avec les flèches antiparallèles. On arrive ensuite au bore. Au bore, bah, il y a 5 électrons. Et là, il n'y a pas le choix. 5 électrons. Eh ben, on est obligé d'aller dans la couche du dessus, qui est la 2p. 1s2, 2s2, 2p1. Alors, par convention, on remplit de gauche à droite. Donc, ne mettez pas la 2p1 ici. Par contre, n'oubliez pas que ça a la même énergie que ça et même énergie que ça. Donc, c'est vraiment une convention qu'on va de la gauche comme ça. D'accord? De la gauche vers la droite. On continue. Le carbone. Bah, le carbone, il a 6 électrons, donc 2 dans la 1s2, encore 2 dans la 2s2, et puis il y en aura 2 à mettre dans la 2p, donc un comme ça, un comme ça. L'azote, on l'a fait, donc S2, 2s2, 2p3, on est à 7 électrons. L'oxygène, bah, donc là, on a bien respecté la règle de Hund. L'oxygène, bah, il faut commencer à mettre des spins antiparallèles, d'accord? Donc le spin électronique de l'oxygène, c'est plus 1, d'accord? Parce que ici, c'est 1,5 plus 1,5 plus 1,5 moins 1,5, donc ça fait plus 1. Donc on est 1s2, 2s2, 2p4. Le fluor, eh ben, on est 1s2, 2s2, 2p5. Et ensuite, on arrive au néon, 1s2, 2s2, 2p6. On remarque que l'hélium et le néon, en fait, ils ont des sous-couches, ils ont des choses qui sont saturées. Et vous allez voir, après, bah, en fait, ça correspond aux gaz rares, et il y aura des choses comme ça là-dessus. Alors,
Au bout d'un moment, vous en aurez marre de dessiner des cases. Donc, quand on en a marre de dessiner des cases, eh ben, on peut faire apparaître uniquement les orbitales atomiques, hein, et éviter les dessins. Donc ça, c'est finalement, quand on en a marre de faire des flèches, par exemple le sodium, je n'ai pas compris le spin sur les derniers. Hop là, je reprends très rapidement. Donc ici, quand on a une flèche vers le haut, c'est plus 1,5. Quand on a une flèche vers le bas, c'est moins 1,5. OK? Donc ça fait 0, ça fait 0, ça fait plus 1,5, plus 1,5, ça fait 1. OK? D'accord? Vraiment pas compliqué. Ça ici, ça fait plus 1,5, plus 1,5, plus 1,5, ça fait 3,5. D'accord? Ici, bah, ça s'annule, donc ça fait 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Ça fait 1,5, et là, ça fait 0. OK? Voilà, vous reprenez, ça marche bien. Alors sur O, ça fait plus 1 et sur N, ça fait 3,5. OK? Mais comment savoir quand mettre plus et moins? C'est pas dur. Quand c'est flèche vers le haut, c'est plus 1,5. Une orbitale, c'est un volume. Physiquement, dans le modèle, une orbitale, c'est un volume dans lequel l'électron a 95% de chances de se trouver. Sauf que les volumes, ils se font pas n'importe comment, ils respectent des règles qui sont des règles d'énergie. Et ces règles-là, pour les connaître, eh bien, on est obligé de résoudre l'équation de Schrödinger, ce qu'on n'a pas fait. Et pour ça, on fait apparaître des nombres quantiques. D'accord? N, L et M. OK? Et quand on a fait ça, il nous faut encore en faire apparaître un dernier pour faire les remplissages, qui sont les nombres, le moment de spin, enfin le spin, qui est égal à plus 1,5 et moins 1,5, qui représentent les flèches, vers le haut et vers le bas. OK? Je le fais rapide, hein, évidemment. Je le fais rapide. Autre notation, c'est quand on en a marre d'écrire des cases. Ici, on est déjà au néon. D'accord? On n'est pas très loin dans le tableau périodique, hein, des éléments. D'accord? C'est la deuxième ligne là. Donc, on n'est pas très très loin, donc on va avoir envie de faire un abrégé. Je regarde. Alors, j'ai Clara Reich. Oui, mais cela indique sur l'exercice, c'est plus ou moins, et on devra mettre que les flèches indiquées. Oui, alors évidemment, dans les exercices, on vous demandera, en fonction, hein, on vous demandera de faire avec les cases ou pas de faire avec les cases. On n'est pas complètement idiot. Normalement, on se relie, hein, sur les exercices, on se relie au moins à 4 ou 5 enseignants, donc normalement, il n'y a pas d'ambiguïté sur les examens, là-dessus. D'accord? OK? Quitte à écrire directement les cases et puis vous demander de remplir les flèches, hein. On a fait ce genre de choses. C'est bon ça? Donc je reprends ici l'autre notation, c'est quand on a marre de faire les cases. Bah, par exemple, le sodium, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. OK? Le fer, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Vous aviez à faire les cases à chaque fois, ça devient long. OK? Et le soufre, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Bah là, c'est pareil, ça commence, voilà, ça commence à faire des petites cases, ça commence à être un petit peu lourd, même si on peut le faire et qu'on refera aussi en TD, ce genre de choses. Une autre notation, c'est de s'intéresser, finalement, c'est de s'intéresser, eh bien, à ce qui se passe après le gaz rare qui le précède. Vous avez vu ça, l'histoire de gaz rare ou gaz noble quelquefois. Le gaz rare, c'est en fait, quand on fait la règle de l'octet, ne vous inquiétez pas, on va refaire de la chimie avec de la règle de l'octet. Eh bien, le gaz rare, eh bien, c'est l'élément qui est le plus stable. Et donc, finalement, un S2, 2S2, 2P6, ça représente la configuration électronique du gaz rare qui le précède, c'est-à-dire le néon. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre entre crochets néon, fermer le crochet et mettre 3S1 parce que c'est ce qui suit le néon. Par exemple, ici, ça, c'est la configuration électronique de l'argon. OK? Donc, on met argon AR entre crochets et on continue ce qui suit après l'argon, 13,2, 3D6. D'accord? Ici avec le néon. OK? Alors, on fait ça, si c'est la première fois que vous faites des cases quantiques ou des choses comme ça, on commence pas par ça. On commence pas par ce type de représentation. On commence par faire les cases et quand on en a marre de voir que finalement, je comprends que ça peut vous paraître obscur, mais je vous assure, c'est toujours la même chose et au bout d'un moment,
ça se fait sans réfléchir. Quand on est arrivé à ce stade-là, on passe à ce stade-là. Et puis quand on en a marre, quand on est sur des atomes un petit peu lourds et qu'on en a marre de réécrire toujours les mêmes choses, eh ben, on passe à ce stade-là. D'accord? C'est comme ça que ça se fait. OK? C'est une question d'habitude et comme beaucoup de choses partout, ça se fait à plusieurs niveaux. D'abord, on commence sur les choses qui sont peut-être pas le plus intuitif pour vous et puis après, en fonction de ça, on refait les cases. Après, si vous êtes pas à l'aise avec ce type de représentation et c'est pas un problème, vous me refaites les cases, tant que c'est bon, ça va. Les cases, ça sera toujours «bon» entre guillemets. OK? Alors évidemment, il existe quelques exceptions, enfin il en existe pas mal, hein, des exceptions. Il existe quelques exceptions à la logique de la configuration électronique, d'accord? Et alors on vous a donné 2 exemples d'exceptions, le chrome et le cuivre. Alors pourquoi le chrome et le cuivre? Parce on les retrouve, finalement, on les retrouve en biologie. Donc, dans le chrome et le cuivre, à l'état fondamental, eh ben, on a un truc bizarre, c'est qu'on remplit complète non, pas complètement la 4s, on a qu'un seul électron dans la 4s et on commence à remplir la 3d. Et c'est pareil pour le cuivre, on commence par remplir la 4s avant de remplir la 3d. Et c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça et en fait, on le refera en TD. Pour cela, en fait, c'est une particularité, c'est que finalement, on préfère remplir tous les électrons. Dans la D, il y a 5 cases. On préfère remplir tous les électrons, chacun dans une case de la D, pour avoir la règle de Hund de maximum, ou tous les électrons appariés dans la D ici pour le cuivre et donc plutôt que de remplir complètement la S. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi on arrive à ce genre de choses? Bah, en fait, plus n est grand et moins les écarts énergétiques sont importants. Donc on a des variations qui varient quand même principalement à 1 sur n carré. Donc les écarts énergétiques deviennent très faibles et donc on va pouvoir passer assez facilement d'un niveau à un autre niveau. OK? Alors, les gaz rares sont les éléments qui sont sur la dernière colonne du tableau périodique des éléments. Oui? Voilà. Bonne question, bonne réponse. Oui, c'est la dernière colonne et ça correspondra ensuite sur les choses qui sont saturées. On continue, on continue, il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes, donc on peut également donner la configuration électronique d'un ion. N'oubliez pas, un ion, c'est tout simplement un atome avec soit des électrons en moins, c'est un cation, soit des électrons en plus. Prenons l'exemple du sodium. Le sodium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Le Na+, il a perdu un électron. Où on va le prendre, l'électron? On va le prendre sur le dernier endroit, la dernière sous-couche. Parce que finalement, c'est celui qui est le plus près de l'énergie d'ionisation, c'est celui qui est le plus éloigné du noyau. Donc il est beaucoup plus facile à prendre. Donc on l'enlève. Et donc, dans ces cas-là, on écrira 3s0 pour bien montrer qu'on a enlevé. Si on n'écrit pas 3s0 et qu'on laisse à 2p6, ça reste correct. D'accord? Mais souvent, on aime bien rajouter là-dessus. Et là, vous remarquez que vous tombez sur la configuration électronique du gaz rare. D'accord? Et c'est pour ça que le sodium, il a tendance à se ioniser et perdre un électron pour arriver à la configuration électronique du gaz rare. Sur le chlore, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. En fait, ils aiment bien aller sur la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Et ça, s'il gagne un électron, s'il gagne un électron, il va la mettre où? Il va le mettre au dernier endroit qui reste, c'est-à-dire ici, en 3p6. OK? Donc, il va remplir la P, les 3 orbitales P pour finir en 3p6 ici. OK? Et donc, Cl-, le dernier électron, il est situé là. La formule de En, on peut seulement calculer les énergies des hydrogénoïdes ou de l'hydrogène, ou bien c'est possible d'appliquer sa formule au polyélectronique. Alors, non. La formule de En pour les hydrogénoïdes, qui en fait fonctionne pour l'hydrogène, elle ne s'applique qu'aux hydrogénoïdes et aux hydrogènes. D'accord? Les autres, ça ne s'applique pas. Pour les polyélectroniques, ça ne s'applique pas. Et là, on est sur des modèles beaucoup plus compliqués. Si ça vous intéresse, voilà, si ça vous intéresse, dans mon équipe, j'ai des quanticiens qui savent faire ça parfaitement. Mais c'est des modèles et c'est, pour le coup,
enfin, il faut quand même pas mal de modèles et c'est très compliqué. D'accord? Mais, il y a d'autres méthodes. En tout cas, c'est plus ça la méthode s'applique plus. OK? Je vais finir avec ça parce que je pense qu'on arrive à la fin de cette partie de cours. Il est également possible de donner la configuration électronique d'un atome dans un état excité. Vous vous souvenez d'un état excité, quand on reprend l'hydrogène, la formule de l'hydrogène, eh ben, en fait, ça fait qu'un électron qui est à l'état fondamental, on le fait passer à l'état excité du dessus. D'accord? Si on prend l'exemple de l'hydrogène, de l'oxygène, pardon, un S2, 2S2, 2P4, on va prendre un électron. On prendra lequel? C'est celui qui est dans les quatre ici. D'accord? Et on va le faire passer dans une orbitale qui est au-dessus. Et l'orbitale qui est au-dessus, qui est juste au-dessus, c'est la 3S. Du coup, ici, c'est représenté avec un espèce d'astérisque. Eh bien, on a pris un électron de la 3P, donc on est ici 3P3 et puis 2P4, pardon, on est ici 2P3 et puis 2P4. Et l'électron qu'on a pris, on l'a mis sur l'orbitale qui suit. Et c'est la 3S1. Et là, on est dans le premier état excité de l'oxygène. Après la 3S, c'est la 3P. Donc, pour avoir le deuxième état excité, eh bien, cet électron-là, on ne le fait pas passer non plus à la 3S, mais à l'état qui est au-dessus, la 3P. D'accord? C'est le second état excité de l'oxygène. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez ça en TD là-dessus. Ouais, là, j'ai commencé à dépasser. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je regarde juste qu'est-ce qui nous reste. Ouais. Bon, c'est pas grave. On reprendra là-dessus sur les électrons, les configurations. On reprendra à ce niveau-là quand on prendra le cours. Je vais m'arrêter, là sur les électrons de cœur et les électrons de valence, parce qu'on a tous des choses à faire. J'arrête le partage. Donc, je vais suspendre l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne semaine. On se voit, sera sur Moodle d'ici combien de temps? Alors, d'ici combien de temps? Alors, je ne vais pas envoyer l'enregistrement. En fait, ce que je fais, c'est que l'enregistrement, pour plein de raisons, donc il faut qu'il se fasse sur Moodle, c'est pas automatique. Donc, pour plein de raisons, l'enregistrement, je le télécharge, je le mets ensuite sur YouTube parce que c'est plus pratique de le mettre sur YouTube que de le laisser sur Zoom. Ça va plus vite là-dessus, donc ça prend un petit peu de temps. Ok. J'ai une chaîne YouTube, mais c'est pas pour faire de l'argent là-dessus. D'ailleurs, je pense pas qu'elle soit extrêmement intéressante. Mais bon, il y a mes cours là-dessus. Et en fait, on récupère comme ça. Après, vous pouvez récupérer là-dessus. On peut avoir la chaîne, vous le verrez quand je vous mettrai le lien. Vous verrez quand je mettrai le lien. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à la chaîne, etc. C'est pas sponsorisé par NordVPN. OK? Euh, juste ça. Et donc, le cours, il sera mis là-dessus parce que YouTube, c'est pratique. En fait, c'est pratique et ça conserve longtemps les vidéos. Et après, je mets le lien YouTube directement sur Moodle. Ça me demande un petit peu de temps. Je ne pense pas pouvoir le faire dès aujourd'hui parce que j'ai plein d'obligations à côté, comme vous, comme tout le monde ici, là-dessus. OK? J'arrête l'enregistrement.